Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicoles de Baron Mag. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je sais, il y a un peu de pluie partout, mais comment, sortez, n'ayez pas peur. Il y a des beaux festivals, les bars vous attendent, les brasseries vous attendent, tout le monde vous attend. Et comme vous savez, nous autres, on est partis en tournée déjà à cause de notre 15e anniversaire. On fait déjà des dates qui s'en viennent. Comme vous savez, on fait 3 dates, 3 jours de suite chez Mondial, parce qu'on va voir notre bout de tatou, puis de podcast là-bas, puis on va faire plein de petites entrevues. Vous avez peut-être vu aussi qu'on a fait une section italienne. Ouais, il y a cette année un pavillon italien au Mondial, puis on voulait vraiment parler de ce qui se passe. On fait un gros dossier sur les 20 territoires d'Italie avec tout ce qui s'en vient. C'est assez gros. Vous pouvez commencer à lire tranquillement en ligne. Puis bien sûr, aussi, on s'en va chez Sir John's, à la brasserie Sir John's. On va faire un podcast live là-bas aussi. Puis bien sûr, on va vous donner des magazines, comme toujours, dans plein de choses comme ça. Puis si vous avez des questions, toujours leonardo@baronmac.com, puis abonnez-vous toujours dans l'infolette, la light ou la payante. Il y a beaucoup de monde qui me dit chaque fois que Baron Mac, souvent, il parle des mauvaises nouvelles. C'est quelque chose que j'entends souvent le monde comme Léo, arrête ça. Je peux pas arrêter, c'est ça la vie est comme ça. Quand il y a la vie et de la mort, c'est normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis bien content, malgré tout ce qui se passe dans notre beau monde de la microbrasserie au Québec. Une nouvelle brasserie qui sort, Le Plongeon, qui est à Saint-Cyril-de-la-Sarre, vient d'ouvrir, ou va ouvrir dans pas long. C'est pour ça qu'on s'en vient parler avec le monde ici. Puis bien sûr, c'est une brasserie qui est sortie de mon radar, puis est arrivée à cause des lecteurs qui nous ont envoyé ça, disant qu'il y a une belle brasserie qui s'en vient, puis on a bien hâte de voir ça. Puis on a hâte de voir qu'est-ce qui... C'est pas pourquoi ils sont lancés cette folie-là de lancer des brasseries. Mais comme vous savez, il y en a 5 qui ont ouvert cette année. Puis ce qui c'est bon, c'est qu'ils ont une façon aussi différente de travailler cette industrie-là. Ils vont nous parler un petit peu de qu'est-ce qui sort comme projet l'année de ça. Puis bien sûr, de pourquoi c'est différent et pourquoi il faut aller les visiter. Number one, il faut aller visiter tous les microbrasseries au Québec. Ils sont bonnes, il y a des bons gens à l'arrière de ça. Puis bien sûr, j'ai jamais été à Saint-Cyril-de-l'Essard. J'ai vu ça pour Google Maps, c'est assez loin de Laval. Mais j'ai bien hâte de voir ça, j'ai bien hâte de les visiter cet été, si je convainc ma famille de me suivre dans ma folie. Ça, en premier lieu, bonjour Denis et David, comment ça va? Denis et David, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Ça va très bien, merci. Écoute, comme je disais au début, il y a peut-être des mauvaises nouvelles, mais il y a des bonnes nouvelles. Puis, félicitations, number one, de lancer ça. Vous avez déjà commencé avec le beau design. Ça fait déjà, moi, je suis en amour déjà avec votre brasserie. Le design est beau, ça, je suis bien content. C'est sûr que, comme vous savez, comme je disais au début, il y a beaucoup de difficultés dans la microbrasserie. Mais malgré ça, nous autres, on est allés visiter des belles microbrasseries qui ont ouvert, qui ont des modèles d'affaires différents, tout ça. Puis avant de parler de modèle d'affaires, de business, de bière, tout ça, je vais parler un petit peu, Denis puis David, parlez-nous un petit peu d'où vient l'idée de ça, et un petit peu de votre background de ça. Et, le projet a commencé à passer dans nos têtes il y a une trentaine d'années. Donc, Okay. on voulait ouvrir quelque chose il y a une trentaine d'années, mais on venait de finir l'université, donc c'était pas le meilleur moment. C'était en pleine récession aussi dans les années 90. On n'avait pas d'expérience, mais c'était juste l'amour de faire la bière qui nous intéressait. Mm-hmm. Et, mais le projet, ça n'a pas fonctionné. Donc, on est allé faire nos affaires. On a travaillé dans nos domaines. Et c'est il y a 5 ans que David a dit, OK, c'est le temps de revenir à notre projet. Et c'est comme ça qu'on a débuté à repenser à ça. Mais c'est surtout David qui a pris le commande. Moi, je travaillais encore en informatique. Donc, c'est lui qui a commencé à repousser, à regarder quel modèle on allait suivre et comment on allait ouvrir une brasserie. Puis toi, David? Ben, effectivement, bon, Denise a fait un bon résumé. C'est ça, en 93, c'était notre premier plan d'affaires qu'on avait produit. Puis j'avais mis, nous deux, on avait mis presque 1 an de notre temps là-dessus. On avait rencontré des bars, des restaurants pour ouvrir notre microbrasserie. Puis quand on est allé voir les banques pour du financement, le gros obstacle, premièrement, on n'avait pas d'argent puis on n'avait pas d'expérience. Donc ça aide pas pour se faire prêter de l'argent. Et surtout,
à l'époque, il y a 2 banquiers qui nous ont dit que le marché était saturé. Il y avait 7 microbrasseries en 1992, Ça, je l'ai 93. dit. C'est ça que je l'ai dit. C'est Ouais, que c'était vous des avez bien visionnaires, parlé. les banquiers. Fait que, on s'était dit à ce moment-là, OK, c'est correct, vous avez raison, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'expérience, on va aller chercher tout ça. Puis quand on sera prêt, on va faire notre projet, mais on vous demandera pas d'aide à ce moment-là. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé il y a 5 ans, comme Denise disait. On était prêts, on avait les éléments qui nous manquaient en 93. Alors, on s'est relancé là-dessus. On a remis ça en route. En fait, le modèle a beaucoup changé parce que en 2020, ben, c'était le tout début de la COVID, mais le modèle, nous, on était établis à Montréal à ce moment-là, mais le modèle, c'était plus un modèle industriel parce que la restauration, c'est quelque chose qu'on connaît pas. qu'on connaît pas, puis qu'on apprend encore à connaître à tous les jours. Puis c'est un modèle, c'est quelque chose avec lequel moi, je voulais pas avoir grand-chose à faire. Donc, moi, mon domaine, c'est vraiment la bière. Fait que mais on s'est rendu compte que ce modèle-là, ça tenait plus la route parce que dans les 5 dernières années, l'industrie, bon, vous le savez, ça a énormément changé. Puis je voulais pas me retrouver à être un peu dépendant des détaillants, distributeurs pour vendre mon produit. Ça me prenait un point de vente à nous. Puis on trouvait que c'était beaucoup plus le fun comme modèle aussi d'avoir notre restaurant, rencontrer du monde. Il y a un côté humain à ça qui a pris le dessus. Puis on voulait aussi s'établir dans la région de Montréal. Puis quand j'ai commencé mes recherches, trouver un local, je me suis vite rendu compte que ça n'avait aucun espèce de bon sens avec le prix des locaux qui étaient à 7 piastres du pied carré quand j'ai commencé ma recherche. Puis un an plus tard, c'était rendu à 13 $ du pied carré. C'est Puis chanceux, hein? fallait tout l'aménager, il fallait investir des sommes colossales dans un endroit qui ne nous appartient pas. Donc, on a dit, OK, on oublie ça, on s'en va loin, dans un milieu rural. On va acheter le terrain, puis on va bâtir, puis ça va être à nous, on va être propriétaire. Fait que, c'est un peu comme ça que le modèle s'est transporté à Saint-Cyril. Saint-Cyril, pourquoi Saint-Cyril en particulier? Ben, c'est parce qu'on avait déjà une maison à Saint-Jean-Port-Joli qui est à peu près à 20 minutes de Saint-Cyril. OK. Donc, ça explique pourquoi on est établi à Saint-Cyril. OK. Il y a 30 ans, quand vous avez commencé à penser à la bière, pourquoi il y a 30 ans, il y a de la bière? Parce que ça, c'était difficile dans ce temps-là. Moi, j'ai parlé avec du monde, de la vieille gang qui ont commencé à faire de la bière, eux autres, dans le temps. Ils me disaient qu'il n'y avait pas de dépanneur qui savait vraiment de la microbrasserie. Il n'y avait pas de bar. Il y avait peut-être c'est le Cheval Blanc, 3 bars à Québec. Il y avait des petites lignes de fût. Je me rappelle que j'ai parlé avec des affaires. C'était quoi, qu'est-ce qu'ils avaient, il y a 30 ans, de penser à lancer dans la bière, vous autres? Ben, On était à l'université. on était à l'université ensemble, c'est parce qu'on est deux ingénieurs chimiques, puis tous les ingénieurs chimiques veulent faire de la bière. Fait que, Ouais, c'est pas vrai, ouais. C'est vraiment sous l'onde de Flaguin, ouais, c'est vrai, ça. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout quand on allait au bar ou durant les parties à Poly, on était de Polytechnique, c'était juste de la batte ou de la Molson. Et puis soudain, il y a eu Boréal ou il y a eu Belle Gueule. Et puis on était comme, waouh, ça c'était vraiment spécial. Et puis ça nous a juste attirés. moi, il y a un moment qui a été le grand réveil, c'est que je suivais pas vraiment l'industrie. Je savais même pas que ça existait, en fait. Puis on était au Café Campus. Puis je demandais à la serveuse c'était quoi la bière qu'elle avait. Puis elle commence à me donner les noms. Puis elle dit de la Boréal. Je dis non, je bois pas de bière importée. Elle dit c'est pas importé. Elle dit c'est fait ici, ça. Je dis ben voyons non. Elle dit oui, c'est fait. C'est une petite brasserie qui vient d'ouvrir. Je dis hey, il y a du monde qui font, autre que Labatt et Molson, qui font de la bière au Québec. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Puis je suis resté accroché là-dessus de vouloir moi aussi faire de la bière au Québec. Fait que c'est un peu ça qui a été, je dirais, la piqûre. Est-ce que c'était le Café Campus qui était à côté de l'université dans le temps? Oui. Ouais, c'est le coin de Queen Mary. Puis, Moi, je suis assez vieux pour me rappeler que je fais pas mal de là-bas. Je me rappelle, c'est avant qu'ils déménagent à Montréal, plus centre-ville. Je me rappelle de ce moment-là. C'est sûr que les banques dans ce temps-là ne connaissaient pas la microbrasserie. Même aux États-Unis, je pense qu'il y avait 50 ou 60 brasseries dans ce temps-là, aux États-Unis. C'était quand même le début de tout le nouveau de ça. Sur 30 ans après, vous venez ici, vous vous lancez dans cette industrie-là. Vous voyez, si vous lisez sur Baron Mag, nous autres, on en parle quotidiennement, ce qui se passe au Québec, à travers le Canada, aux États-Unis. C'est sûr que votre modèle a changé, mais pourquoi on va lancer une brasserie maintenant? Est-ce qu'à cause c'est un projet de retraite ou c'est vraiment un projet de. C'est comme un peu comme je voulais passer un Ferrari, mais je me suis acheté une brasserie. C'est quoi le trip, ça? ben, c'est un peu ça parce que
c'est un projet c'est un projet de pré-retraite, mais moi, en tout cas, je ne sais pas pour Denise, mais moi, je ne suis pas capable de ne pas travailler. Donc, il fallait que je travaille, puis travailler pour les autres, j'ai toujours eu un peu de difficulté avec ça. Donc, ça me prenait mon projet pour m'occuper et travailler. Puis, la bière, bon, ça a été pas mal toute ma vie professionnelle. Donc, je suis resté là-dedans. Puis, c'était quelque chose qu'on voulait faire. Puis, on a décidé qu'on allait, il y a 30 ans, on a dit qu'on allait le faire. Ouais. Puis, on est comme un peu têtu là-dessus, mais je veux dire, la passion, le désir de le faire, peu importe ce qui se passait dans le milieu, puis peu importe les problèmes que d'autres brasseries peuvent rencontrer, on se disait qu'il y a toujours de la place pour quelqu'un qui a un modèle intéressant, qui fait de la bonne bière, de la bonne bouffe dans un beau spot. Ça, d'après moi, c'est un incontournable. Donc, c'est pour ça que aussi, le modèle a changé pour s'ajuster à la nouvelle réalité. Mais le modèle de brasser, la volonté de brasser, ça n'a jamais fait défaut. Excellent. Puis le côté technique de la brasserie, c'est quoi la grosseur de la brasserie en hectolitres? C'est quoi la grosseur de votre bâtiment? Il y a peut-être combien de monde qui peut s'asseoir pour les manger, tout ça? Ça peut nous donner un petit peu le côté technique de la microbrasserie en soi? Ouais, ben on a un petit, en fait, j'ai deux salles de brassage parce que comme je disais, le modèle avait changé. Donc, au début, j'avais acheté une salle de brassage de 18 hectos. C'est une seconde main, là, on s'entend, là, que j'avais eu à bon prix, mais bon, étant donné que le modèle a changé pour un plus style brewpub, j'ai acheté un autre kit de 4 hectos avec 8 fermenteurs qui me permet de plus de flexibilité aussi au niveau de la variété qu'on veut produire, puis aussi plus de fraîcheur. C'est sûr qu'on brasse plus, étant donné qu'on a du petit volume, mais à un moment donné, on n'a pas. Je veux dire, c'est important de brasser aussi. Tu ne peux pas avoir un brasseur qui rentre, qui brasse une journée par semaine, parce que le reste de la semaine, il ne peut pas laver le plancher, juste ça. Là. Fait que ça me donnait plus de flexibilité, plus de fraîcheur. Puis, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça va super bien. On a une capacité d'environ, on parle de peut-être un 500-600 hectos par année avec le petit kit, là, si on ne veut pas trop forcer. Donc, c'est à peu près, ça va être à peu près dans ces eaux-là. Mais si on se rend compte qu'à un moment donné, il y a une marque de bière qui sort beaucoup mieux qu'une autre, ben on pourra envisager faire ça sur la plus grosse salle de brassage, donc à coup de 18 hectos, là, les SKU, en guillemets, là, qui fonctionnent mieux. On va voir, là, on veut pas se mettre trop de pression. On veut juste que les gens viennent et qu'ils aiment nos produits. Pour le reste, là, ça va s'arranger tout seul. On a le resto, comme on le mentionnait tantôt, on a 59 places assises, puis on a une terrasse aussi qui a à peu près la même superficie, une 60aine de places. Donc, c'est au niveau technique. La bâtisse, on a un 4000 pieds carrés. Je te dirais environ 2500 pieds carrés, c'est pour la partie production. Puis le reste, c'est pour la partie resto et les aires techniques. Non, c'est quand même gros. C'est quand même une grosse place quand même. Hein. Oui, bien, on s'est dit, parce que là où on est rendu dans nos vies, parce qu'on ne veut pas partir trop petit non plus, puis être obligé de commencer à penser à grandir dans 2 ans, dans 3 ans. Vous faites bien déjà. Parce que ça tire du jus pas mal. Fait qu'on s'est dit, on va bâtir quelque chose qui est peut-être un petit peu gros pour commencer, mais au moins, on va avoir du fun pour un bon bout de temps avant de penser à autre chose. Puis il est fort probable, je ne dirais pas probable, mais il est possible que finalement qu'on n'agrandisse jamais, là, que ce qu'on a présentement, ça soit assez pour nous avoir du fun avec ça pour les 15 prochaines années, puis ça va être bien correct. Là. Est-ce que vous avez déjà eu du monde qui vient vous frapper à la porte parce qu'il y a tout le temps ça, quand une brasserie ouvre, il y a du monde savoir quand ça ouvre, quand ça ouvre. Ah, il y avait du monde que ça écrivait tout le temps, les messages qu'on avait sur notre site, sur Internet. Ben là, on est ouvert depuis le 29 mai. Ah ouais? Donc, mais les gens cognent parce qu'on n'est pas ouvert 7 jours semaine. Donc, c'est clair, on est en train de travailler, puis on voit du monde qui cogne dans la vitre, puis il va venir prendre une bière avec nous autres. C'est bien le fun, mais oui, non, on sent vraiment un engouement très fort là, de la population autour, les gens de Saint-Cyril, même la communauté. La communauté, les gens sont
sont vraiment enchantés, je dirais, d'avoir une business comme ça dans leur village. Ça leur fait du bien, puis ça nous fait du bien, nous autres aussi, là, de sentir cet accueil-là. Là. C'est quoi la grosseur du village puis l'alentour du village à peu près? Il y a 800, la population est de 800 personnes à Saint-Cyril. OK. Et il y a des villages environnants de Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Eugène, Saint-Pamphile, etc., Saint-Marcel. Lillet, qui est environ à peut-être 6 minutes de voiture de chez nous, c'est un village, si je ne me trompe pas, Lillet, c'est entre 3 et 4 000 personnes. OK. Donc, on n'est pas tout seul dans le milieu d'un champ. Il y a quand même des villages assez importants autour, comme Denise vient de les nommer. Et on est pas loin, on est assez loin de la 20 pour dire qu'on est en milieu rural. On est environ 5 minutes de la 20. Quelqu'un qui sort à sortie 400, on est vraiment littéralement à 5 minutes. Donc, assez loin de la 20 pour être en milieu rural, mais assez proche pour pas que les gens se disent qu'ils doivent conduire une demi-heure aller-retour pour aller prendre une bière. Là. Fait qu'on est, pour ça, on est quand même assez bien situé. Côté bière, quelle sorte de bière vous brassez? J'ai comme un feeling, vous brassez des bières de soif, des bières les 3-4 %, des bières comme qu'on peut manger puis répéter un peu dans le business. Quelle sorte de bière vous faites, vous autres? C'est exactement ça. On est, surtout dans les bières, là, ce que je veux, ça, sur quoi je travaille fort, c'est de développer des gens sessions, mais des sessions qui goûtent, des sessions qui sont bonnes puis qui sont pas décevantes. Ça, c'est quand même pas évident quand tu fais une bière à 3,8 % d'alcool, 4 % d'alcool, d'aller chercher quelque chose que les gens s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est une bière régulière. Et l'inverse aussi, tu fais une bière on a une pale ale qui a pas loin de 6 % d'alcool, puis les gens pensent que c'est à 5, même pas 5 % d'alcool. Donc, aller chercher des bières qui se boivent bien, comme tu disais, des bières de soif, puis que tu te rends pas compte du pourcentage d'alcool, que l'alcool ne devient pas un facteur soit négatif ou positif. Donc, c'est ça qu'on recherche surtout, puis des bières équilibrées, ça c'est ultra important. Le fait que l'alcool ne ressorte pas ou que le houblon ne ressorte pas trop fort ou que le malt, pour moi, c'est ça qui est le secret d'une bonne bière. Il faut que ça soit balancé. Il faut que tous les éléments se parlent entre eux puis que ça soit quelque chose de cohérent, qui tienne la route. Fait que c'est surtout ça qu'on recherche. Présentement, les premières qu'on a mis, les premières qu'on a développées, c'est des bières, on réinvente pas des styles, hein, j'ai une session blanche, j'ai une pale ale, une session anglaise, une bière de seigle quand même, que celle-là, je voulais me faire plaisir. Puis là, on développe une lager, une cream. Pour l'instant, on va vraiment avec la base, mais c'est pas notre volonté de commencer à avoir 150 SKU puis bien des marques différentes. Ce qu'on veut avoir, c'est la base, puis en parallèle à ça, laisser le brasseur avec notre chef, puis Denise et moi aussi, avoir du fun, genre avoir une bière qui va constamment, une ou deux qui vont toujours être en rotation, puis se faire plaisir, puis aller vraiment chercher des goûts particuliers. Donc, ça va être plus le volet R&D là, du côté de Brassicole. Côté restaurant, quelle sorte de bouffe qu'on doit s'attendre là-bas? Est-ce que c'est un terroir du coin, très québécois? J'ai vu le logo, tout ça. Je me suis dit que c'est un peu japonais, un peu l'air de ça. Non, il y a juste un des plats qui a du miso, mais non, c'est des plats qui sont frais, beaucoup d'ingrédients locaux et qui ont du goût et puis qui se marient bien avec la bière. Ça, vous allez penser, est-ce que vous pensez de plus en plus faire des bières qui fit avec votre restaurant, vice-versa? C'est tout le temps l'importance de vraiment bien les mélanger ensemble? Ça marche ensemble et puis il y a de la bière dans nos plats aussi, comme les saucisses sont faites à la base de nos bières. On a des crotons qui sont faits à la base des drèches. On a des plats qui ont des sauces qui ont la bière incorporée. Et comme David a dit, le chef travaille très proche du brasseur pour s'assurer que ce qu'on est en train de cuisiner et de brasser se marie bien ensemble. Excellent. C'est qui le brasseur? Est-ce que c'est un brasseur connu ou c'est un nouveau brasseur? C'est qui ça? Non, brasseur, il s'appelle Jérémy Fournier-Bolduc. Il était jusqu'à tout récemment à l'Ironie du 13. Ah oui. Avant, il était au Corsaire.
Donc, ça a bien tombé parce que les astres se sont alignés parce que lui, il voulait quitter Lévis et aller un peu plus dans l'Est, d'où vient sa famille. Ouais. Puis quand il a vu notre projet, ça tombait tout à fait dans ses cordes, là, notre concept ou ce qu'on avait en tête, là, notre modèle un peu de brasserie, puis ce qu'on voulait créer, ça a tombé tout à fait là-dedans. Même chose pour le chef. Ouais. C'est un chef qui vient de. Il a travaillé chez Sir Pour Sir John John, où vous allez. il y a quelques temps. Il était. Puis c'est un gars du coin aussi. Ben, il habite tout proche. Donc, puis lui, c'est un brasseur maison, c'est un tripeux de bière. Donc, c'est tout. On a été. Puis c'était une de mes inquiétudes au départ d'aller en région pour démarrer le projet. J'avais un peu d'inquiétude par rapport aux ressources humaines, au savoir-faire, parce que tu n'as pas le même bassin de population puis de savoir-faire à Montréal qu'à Saint-Cyril-de-Lessard. Fait que, mais pour ça, on se considère extrêmement chanceux. On a trouvé ces deux individus-là. Je pense qu'ils sont très, jusqu'à maintenant, ça va super bien, puis c'est des gens compétents, puis surtout qui embarquent dans le projet. Tu sais, c'est pas juste une job, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Bulldog, je le connais, c'est un gars qui tripe beaucoup sa bière, tout ça, hein, il aime beaucoup ça. Oui, tout à fait. Le côté logo branding, écoute, quand j'ai vu le branding, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, je suis un fan de branding, très design, tout ça. J'ai beaucoup aimé depuis le début. J'aime ça beaucoup les nouvelles brasseries qui font l'effort de faire quelque chose de beau. Au début, je pensais que c'était une affaire japonaise. Ça faisait un peu comme un néron japonais un petit peu. Pour nous parler un petit peu du design, le nom, le plongeon, puis tout ça vient, tout ça. Vas-y. OK. En fait, le nom, le plongeon, ben, c'est un peu. C'est parce qu'on a. Ben, le plongeon, ben, c'est le plongeon huard, hein, c'est un oiseau. Mm-hmm. Fait que nous, on a un chalet aussi sur le bord d'un lac. Puis toutes les fois qu'on va là, on est. En tout cas, moi, ça me touche profondément le chant de cet oiseau-là. À 4 heures le matin, quand ils se mettent à chanter, là, je trouve ça absolument merveilleux. Puis on voulait, je dirais pas un hommage, mais en tout cas, c'est un oiseau hyper inspirant. C'est un oiseau sauvage, quasiment mythique comme animal. Puis je sais pas, j'ai toujours eu une fixation sur cet oiseau-là. Et puis, on s'est dit, bon, pourquoi pas nous autres avoir le choisir comme emblème avec tout ce qu'il représente. Puis surtout aussi, c'est pertinent dans le sens où Saint-Cyril, il y a beaucoup de lacs autour. Donc, c'est un oiseau de lac, le huard, le plongeon huard. Fait que c'est de là que vient le nom de la brasserie, le choix qu'on a fait. Et le design, c'est parce que j'ai demandé à un de mes amis qui est peintre à Montréal, il s'appelle Sylvain Boutillette, qui me fasse une image d'un plongeon, voir pour lui, qu'est-ce que ça représentait. Fait qu'il m'a fait différentes versions de l'image. En fait, c'était juste l'oiseau comme tel. Puis, à un moment donné, il me montre ça, il dit, j'en ai fait un à 2 têtes. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais il dit, une idée de fou comme ça. J'ai dit, c'est vraiment bien, mais moi, j'en mettrais 3. Juste, je ne sais pas pourquoi, mais pour le fun d'avoir 3 têtes, je trouvais que ça crée encore plus mouvement, puis ça fait encore plus animal mythique à 3 têtes. Fait qu'il a travaillé là-dessus, puis il nous a proposé cet oiseau-là, qu'on a beaucoup aimé. Puis après ça, on l'a juste, on en a fait un logo là, à partir de l'oiseau. Puis c'est notre fille qui a un peu mis la touche finale en termes de, circonscrire là, l'oiseau dans le set. Pardon. Le font utilisé. Oui, le font utilisé. Ce qui a été plus long, ça a été quasiment la typographie. C'est ça qui a été plus long. C'est très important, la typographie. Hein. Oui. Fait que, non, ça a été. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Là. C'est un beau brand. Moi, j'ai un lecteur à moi, de mon côté anglophone, qui est japonais. Puis c'est lui qui m'a parlé de ça. Il disait ça fait penser à des vieux dessins japonais. C'est pour ça que je disais au début, je pensais, est-ce qu'ils vont pousser le côté japonais dans ce coin-là, perdu? Est-ce qu'il y a du monde? Moi, je suis allé manger des restaurants souvent en région, puis souvent, il y a des produits impressionnants. Du monde qui sont venus à Montréal, qui sont allés ouvrir là-bas. Je viens de trouver un café qui est de Third Wave, proche de Bedford, qui font du meilleur café que j'ai vu dans ma vie. Puis c'est un gars qui est à Montréal, il était en famille
dans leur coin là-bas, puis ont créé leur propre affaire. Moi, je m'attendais à... Je pensais que c'était ça, mais écoute, by the way, vraiment, le logo est vraiment beau. Vous avez ouvert le 29 mai, ça, il y a quelques jours de ça. Comment ça a été la première réaction du monde? Comment ça a été la première fois qu'on s'assoit, qu'on ouvre la bière? C'est pour le côté client, puis pour vous autres. Comment ça a été la première fois qu'on ouvre la porte, puis tu sais, on ouvre chez soi pour que ça vienne chez vous? Comment c'est arrivé, ça? La première journée, on était très nerveux. On ouvrait et puis notre staff était tout nouveau, donc on était devant les clients, mais les gens sont rentrés avant 3 heures. On a ouvert la porte avant 3 heures et les gens sont rentrés. Il y avait comme une vingtaine de personnes qui sont rentrées. Donc, c'était super parce qu'ils ne se sont pas assis, ils ont fait comme le tour, comme si c'était une visite guidée. Ils ont regardé dehors, ils sont rentrés, ils ont pris une table et ils ont commandé leur bière. Et puis, il y en a que je vois encore, il y en a qui sont revenus le lendemain, le surlendemain, et puis cette semaine, ils recommencent. Donc, je pense que c'était positif, que les gens étaient contents, pas juste d'avoir une place où manger, mais une place où se réunir. Donc, tout le monde se connaît. Ils rentrent et c'est un petit peu comme dans Cheers où quand Norm rentre et tout le monde dit Norm, j'ai l'impression que les gens se connaissent et ils se parlent et ça se déplace dans le restaurant. C'est vraiment le fun. Ça devient... La première réaction, je pense que les gens disaient « Wow ». C'est vraiment ça la réaction des gens. Tu sais, ils sont un peu quasiment incrédules d'avoir une... Parce qu'il faut se le dire, hein, dans le coin, il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau de la restauration. Fait qu'il y a une place comme ça dans leur village, qui est un village assez tranquille, assez paisible. Eux autres, ils font wow, puis il y en a des gens qui viennent nous voir, puis ils disent, moi, j'ai passé toute ma vie à Saint-Cyril, puis j'ai jamais vu Saint-Cyril de cette façon-là. Okay. Avec le point de vue qu'on donne de la terrasse, il dit, c'est comme, je viens de redécouvrir notre Saint-Cyril. Puis ça, les gens aiment beaucoup ça, puis ils sont très fiers. Au niveau de la bière, ça passe super bien parce que des fois, il y a des gens qui viennent, ils disent, ouais, moi, les bières de micro, j'aime pas bien ça, t'as-tu de la bière ordinaire? Les gens, c'est une question qu'on a souvent, mais on leur propose certains de nos produits, puis ils disent non, franchement, elle est vraiment bonne. Justement parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, on fait un effort sur quelque chose de facile à boire, quelque chose de goûteux, mais qui est facile à boire. Ça, les gens sont très, très contents. Puis effectivement, il y a des personnes c'est depuis jeudi passé qu'on est ouvert, puis il y a des gens que j'ai vus au moins 4 fois, là. Puis ils sont heureux, puis ça devient un lieu social. C'est ça qui est vraiment le fun. C'est pas juste les gens en ville, tout le monde est comme assez proche, tandis qu'ici, les gens sont distants, mais ils n'ont pas de lieu de rassemblement, ils n'ont pas de lieu pour se jaser. Fait que les gens, ça débarque, puis comme Denise disait, ils rentrent dans la place, puis « Hey, je connais un, puis je connais l'autre », puis ils se promènent d'une table à l'autre. Ça devient difficile à suivre, mais c'est vraiment comme un club social. Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Est-ce que vous avez déjà eu quelques contacts avec des brasseurs du coin? Vous avez quand même quelques brassiers dans le coin aussi. Oui. Pour nous visiter ou vous contacter ou qui s'en vient, vous contacter dans pas long, à la fin de semaine s'en vient, tout ça? Ben, je sais qu'il y a une brasserie à Saint-Jean qui s'appelle l'Oralbock. Ouais. 2 de leurs brasseurs sont venus boire chez nous. Nice. Mais on n'a pas encore eu le temps de parler aux autres. S'il y en a qui sont venus, ils sont venus incognito, ils ne se sont pas présentés. C'est souvent les fins de semaine qui viennent eux autres. Les fins de semaine où le mercredi, entre 2 brasses, ils vont arriver vite, ils brassent une bière, tout ça. Vous autres, est-ce qu'il y a des canettes qui peuvent sortir ou vous avez une petite affaire pour faire des canettes, la bouteille ou pour l'instant, c'est uniquement chez vous? La bouteille. OK. So, Ouais. back to school, old school au bout, vraiment old school. Ouais, ben, la raison il y a 2 raisons fondamentales à ça. C'est que les canettes, je suis pas un fan de canettes. Oui, c'est le fun des canettes parce que ça pèse moins lourd, c'est plus facile à trimballer, puis ça casse pas. Mais pour avoir un bon produit, quand tu mets de la bière dans une canette, ça te prend une sacrée bonne canneuse. Parce que sinon, ta bière, en tout cas, C'est de la job. C'est de la job, ouais. C'est de la job, ça s'oxyde terriblement vite dans une canette. Tu peux mieux contrôler parce qu'on a une petite embouteilleuse qui permet de faire une purge complète de CO2 avant d'injecter la bière dedans. Donc, pour l'oxydation, ça protège énormément. Puis ça, pour moi, c'est un gros plus de s'assurer que mon produit va rester frais dans le contenant. Puis la deuxième chose, c'est que
tu peux avoir une très bonne petite embouteilleuse de seconde main pour environ 5 000 alors qu'une canneuse de seconde main, elle va te coûter 50 000 puis ça va marcher tout croche. Puis, Ça prend 6 mois, 8 mois avant que ça fonctionne. Là. Exactement. J'ai connu les misères de tous les microbrasseurs. Ça peut prendre très longtemps pour un millimètre de changement. Ça. Tout à fait. Je connais la game là-dessus. So, vous avez combien de bières en bouteille déjà? De combien de SKU en bouteille déjà? Ben là, hier, on a embouteillé notre première parce qu'on n'avait juste pas eu le temps avant. Puis, vois-tu, j'ai fait ça avec le brasseur. On n'avait jamais vraiment travaillé avec cette machine-là. Puis, ça a pris 15 minutes, puis on savait comment l'opérer. Puis, ça a été super bien sur toute la ligne. Puis, c'est ça. Donc, l'apprentissage a été assez rapide avec la petite embouteilleuse. On en a juste une. Je vais aller étiqueter mes bouteilles tantôt. Donc, il va y en avoir quelques-unes dans le frigo, mais éventuellement, je prévois peut-être pas toutes les mettre en bouteille, mais ça va être quelque chose comme 4-5 ou quelque chose à peu près dans ces eaux-là. On va voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce que les clients demandent aussi. Il faut toujours s'ajuster. Question pour vous autres, c'est sûr que vous commencez votre microbrasserie, vous voulez uniquement, pour l'instant, c'est comme farm to table qu'on appelle ça. On est chez eux, on boit sa bière, blablabla. C'est sûr que vous avez eu des appels de dépanneurs déjà, des terrains spécialisés parce qu'on veut de la nouveauté tout le temps. Est-ce qu'il y a une tentation de grossir dans ces coins-là pour l'instant, à long terme, ou pour l'instant, c'est qu'on va attendre 1 an, 2 ans avant de commencer à envoyer des bières un peu partout? T'sais? Je ne pense pas qu'on va attendre aussi longtemps. C'est juste, on commence, donc on va commencer localement et on va aussi apprendre c'est quoi que ça prend pour aller dans une épicerie. Il faut avoir un code barre et des affaires du genre. Donc, on doit s'ajuster. Mais je pense qu'on va rester local au départ et puis peut-être qu'on en emmènera quelques bouteilles avec nous quand on vient à Montréal. Mais pour le moment, je pense que ça va être dans les épiceries et les dépanneurs régionaux. On va essayer de le plus rapidement possible parce que ça fait partie aussi d'une façon de se faire connaître, mais ça va être très local, comme Denise disait, là, parce qu'en étant brasseur artisan, je peux pas avoir un distributeur. Donc, on est quand même assez occupé, fait que je veux pas passer la moitié de ma semaine à faire de la livraison non plus, fait que ça va être très très limité, très ciblé, puis on va voir comment ça va aller. Puis côté produits locaux, quand vous brassez, vous faites utiliser le malt du coin, du blond, qu'est-ce que vous utilisez, vous autres? Non, pour l'instant, il n'y a aucun. Parce que c'est des recettes que j'ai développées dans les 2-3 dernières années en tant comme à maison. Puis à ce moment-là, je suis allé vers je dirais, les gros fournisseurs. J'ai pas vraiment fait de recherche à savoir les maltes, les produits locaux. J'ai fait quelques essais avec des houblons locaux, mais celui avec lequel je travaillais, il a fermé, malheureusement. Il y avait une variété de houblons que j'aimais beaucoup, puis que j'aime encore beaucoup, mais ils ont fermé. C'est la chose qui m'inquiète. Pour partir, je voulais pas partir de façon instable. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand tu fais affaire avec Canada Maltage ou Weyermann ou Baird, peu importe, tu sais qu'ils vont être là pour un bout. Donc, tu t'embarques pas dans quelque chose où d'une batch à l'autre, vas-tu en avoir, vas-tu pas en avoir. Puis pour moi, c'est une façon de me sécuriser. Mais c'est bien évident qu'on va entreprendre des recherches pour ramener ça vers des producteurs locaux. Ça fait partie de nos objectifs. Nice. Lorsque la machine va être mieux huilée, je dirais, ça fait partie vous commencez, c'est bien sûr. Puis côté keg, est-ce que vous allez commencer à penser à faire des kegs? Bien sûr, vous avez beaucoup de kegs chez vous. C'est ça, c'est normal, ça. Ouais. L'installation de votre brasserie, est-ce que c'est directement des cuves directement au fût ou vous avez des cuves vous avez des kegs qui se promènent aussi? Oui, on en fûte toutes nos bières. Nice, OK. Mais écoute, Denise et M. David, là, ça va être impressionnant votre histoire. Félicitations, number one. Comme je dis, si vous venez de commencer il y a même pas une semaine. Même pas une semaine. Ça va commencer une semaine aujourd'hui, je pense. Une semaine aujourd'hui. Hier soir, ça a fait une semaine, oui.
Écoute, félicitations pour le projet. Comme je dis, il y a beaucoup de monde qui me parle des mauvaises nouvelles, mais vous avez une belle brassée comme ça qui s'en vient. On essaierait de vous visiter quand on part par Nouveau-Brunswick. On essaierait de faire un petit détour dans votre coin, vous autres. On va souvent parler C'est sur votre chemin. Donc, avec nos lecteurs dans ce coin-là. On vous textera avant d'arriver pour être sûr d'arriver à bon moment. Mais écoute, félicitations encore. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Bien sûr, vous avez une page web, vous avez un Instagram. Mettez plus de photos, s'il vous plaît. oui. Parce que j'essaie de trouver des photos, j'en trouve pas. Mettez plus de photos pour savoir comment ça va le projet. Puis bien sûr, je pense que vous allez inspirer d'autres mondes. Comme je dis, cette année, il y en a 5 qui ouvrent, il y en a 7 qui ont fermé, ça va être une balance. Mais de plus en plus, votre modèle d'affaires, c'est ce qui s'en vient de plus en plus. Je vois de plus en plus de monde qui embarque là-dedans. On vient d'arriver d'un projet qui était plus d'Outaouais, puis c'est ça qu'ils ont voulu faire. Plus de canettes, eux autres, bien sûr, parce qu'ils viennent d'une école de canettes, eux autres. Mais comme je dis, le côté des produits locaux dans un petit village, tout ça, je pense que c'est ça qui va faire passer à travers l'industrie qui est dans un mauvais moment maintenant. Est-ce que cette année, vous allez faire un petit tour au congrès de la MBQ ou, pour voir un peu ce qui se passe? Moi, j'y vais pas mal à chaque année. Ça fait quelques années que j'y vais d'ailleurs. Cette année, je sais pas. Occupé, on essaie d'occuper, c'est sûr. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances que j'aille faire un tour. Bien, excellent, mais si on se verra, mais on va essayer de se voir cet été. Denise, David, merci beaucoup pour votre temps. Félicitations encore pour le projet. Puis bien sûr, j'invite tout le monde à aller vous visiter. Merci Puis, beaucoup. à la prochaine. Merci. Merci. Au Bonne revoir. fin de journée. Bonjour tout le monde. Merci encore d'avoir écouté les oreilles brassicoles. Comme je dis, il y a des bonnes nouvelles qui se passent tout le temps. Soyez pas méchants, le monde. Comment? Plein de choses qui se passent. Si vous avez des questions, leonardo@bandomac.com. Il y a plein d'affaires qui s'en vient pour vous autres, infolettes, nouveaux magazines. Oui, il y a du monde qui m'ont demandé des questions là-dessus. Oui, on travaille déjà sur le prochain magazine pour le mois de novembre. Je sais, l'été commence, puis nous, on pense à Noël. Ça arrive, ça. Comme ça, vous savez, ce podcast, c'est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canage ou canage mobile, Can Management ou Keg Management. Si vous avez besoin de Keg, contactez Keg Management. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.